Le Parti communiste algérien a été surpris, comme l'immense majorité des Algériens et comme d'ailleurs une grande partie des militants du PPA, du Parti du peuple algérien de Messaliadj, et d'une grande partie des nationalistes. Le PCA a été surpris par la date du déclenchement, par les circonstances, par l'évolution des 24-48 premières heures. Euh, Évidemment, bien peu de personnes, en dehors des initiateurs du 1er novembre 1954, bien peu de personnes pouvaient imaginer que la guerre d'indépendance commençait à ce moment-là. Cependant, beaucoup d'Algériens, parmi lesquels les communistes, considéraient qu'à un moment ou un autre, il devait y avoir une réponse fatalement armée à la répression qui s'amplifiait et une sorte de réponse de solution à toutes les impasses qui s'étaient accumulées devant les luttes politiques de diverses façons, et en particulier, bien sûr, l'idée que les massacres du Constantinois de mai 1945 avaient été à l'origine d'une prise de conscience massive, douloureuse, de la nécessité de passer à la lutte armée. J'ajoute que la guerre d'Indochine a été observée dans tout l'Empire français et en particulier en Algérie, car évidemment, d'un certain point de vue, les militants du Viet Minh, les soldats du Viet Minh montraient le chemin, et la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu a été un élément de maturation supplémentaire. Très vite, il y a eu un débat interne, et les éléments les plus farouchement attachés à l'indépendance ont considéré que, effectivement, ce 1er novembre nécessitait un changement de pratique du Parti communiste algérien. Ils ont essayé de prendre contact assez rapidement avec le FLN, ces contacts dans les conditions de la clandestinité et probablement d'une tiédeur de la part des militants du FLN. Ces contacts n'ont pas pu aboutir, et les communistes ont décidé de former les CDL, donc les combattants de la libération, qui était donc un groupe armé qui avait comme fonction en quelque sorte, de harceler le colonialisme français sur ses arrières, puisque le CDL était essentiellement urbain, pour une raison qui est facile de comprendre. C'est que les militants algériens, entre guillemets arabes ou kabyles, étaient beaucoup plus visibles pour la police, alors que les Européens pouvaient se fondre dans la foule. En fait, la coïncidence des dates est d'ailleurs assez effrayante. En fait, j'affirme que l'affaire Yveton a commencé le 15 février 1956. Le 15 février 1956, un conseil restreint des ministres s'est réuni sous la direction de Guy Mollet, avec Robert Lacoste, qui a été considéré à juste titre comme un des éléments les plus bellicistes et les plus haineux des milieux gouvernementaux français, en présence de François Mitterrand, garde des Sceaux. Et donc, il y a une décision tragique qui est prise à ce moment-là, c'est la reprise des exécutions capitales. C'est l'État français qui a déclenché un processus qui sera irréversible et qui va ensuite multiplier les attentats de part et d'autre. Le 10 août 1956, il y a l'attentat de la rue de Thèbes, qui est totalement effacé aujourd'hui, d'une part de la mémoire, mais d'une partie de l'historiographie. L'attentat de la rue de Thèbes, c'est au cœur de la Casbah, c'est une des plus fortes densités urbaines du monde, et il y aura dans un immeuble qui va s'écrouler 70 morts. Donc, aujourd'hui, les historiens du FLN disent ou les témoins du FLN disent qu'ils ont été obligés de contenir la foule qui voulait se venger, descendre sur la ville européenne et opérer des massacres. Mais évidemment, il y aura une réplique, et la réplique suivante, c'est celle du 30 septembre, donc qui est celle des femmes du FLN, avec le Milk Bar, qui va effectivement être également tout à fait horrible, mais qui sera, lui, absolument montré par toute la presse et attribué aux communistes. Le climat était absolument terrible, et le fait qu'un Européen se soit joint à la lutte du peuple algérien, évidemment a accentué encore la haine. Fernand Hifton fera partie des éléments les plus déterminés
du Parti communiste algérien. Et lors d'une réunion donc, des CDL, il va proposer de poser une bombe dans l'usine dans laquelle il travaillait, l'usine à gaz d'Alger. Fernand Yveton avait la volonté de frapper un grand coup, disons, spectaculaire, un grand coup spectaculaire, mais en aucun cas d'attenter à la vie d'individus. Et donc, il prendra une double précaution. La première, c'était de programmer la bombe pour 19h30, alors que l'usine fermait à 18h, donc il y avait une marge de sécurité totale. Et la deuxième, c'était de placer la bombe dans un endroit qui était inaccessible aux éventuels gardiens de nuit, aux éventuelles personnes qui auraient pu encore rester là. Donc, la décision est prise. Fernand Yveton se présente normalement le matin à son travail. Il a rencontré une heure ou une demi-heure plus tôt Jacqueline Rouch qui lui a remis une bombe. Donc, Fernand Yveton rentre normalement à son travail, va directement à son casier et donc il le ferme. Il avait sous-estimé un aspect qui s'est révélé pour lui dramatique, à savoir qu'il était déjà connu. Et donc, de ce fait, il était déjà considéré un petit peu comme suspect. Et un gardien de l'usine va passer devant aller directement à son casier et va entendre un bruit suspect. La suite est malheureusement imaginable puisqu'il serait immédiatement arrêté sur son lieu de travail, immédiatement bousculé, frappé, torturé parce que les policiers lui demandaient où est la seconde bombe, ce qu'il ignorait de toute façon. Et tous ses camarades ont dit par la suite, Fernand de toute façon n'aurait pas parlé. Bien avant la guerre d'Algérie, les communistes avaient, essentiellement par le biais du Secours populaire qui à l'époque était directement lié à la direction du PC, les communistes français avaient organisé des réseaux d'avocats qui se déplaçaient, pas seulement en Algérie, mais qui se déplaçaient dans toutes les colonies françaises pour défendre les nationalistes, les militants qui avaient des ennuis avec la police. Donc, ce réseau a été immédiatement activé dès novembre, dès les premiers jours de la guerre d'indépendance. Et donc, il y avait effectivement des avocats extrêmement connus, extrêmement efficaces. Je pense à Maître Jo Norman, je pense à Maître Borker, je pense à Nicole Dreyfus, que j'ai eu la grande chance de connaître et qui était une dame d'exception. Donc voilà, ce réseau était vraiment extrêmement efficace et extrêmement actif. Lorsque la direction du PCF apprend le geste de Thomas Hifton, elle va être plus que sur la réserve. Je pense que ça correspond à une culture assez ancienne du communisme international, d'ailleurs, du communisme français en particulier, qui est axé sur deux refus, le refus de l'acte individuel et le refus du terrorisme. Le Parti communiste algérien avait été dissous et contraint à une stricte clandestinité en septembre 1955. Pour les communistes français, les vieux principes de la lutte de masse étaient les seuls applicables. Évidemment, les communistes français n'avaient pas le nez plongé comme leurs camarades algériens dans les réalités algériennes. Et donc, effectivement, Fernand Yveton va être livré à lui-même entre l'initiative d'Yveton en novembre 56 et l'exécution. Il s'est passé 88 jours. C'est donc une chose, on sent vraiment là que la volonté de l'État français, et je dis bien de l'État français, et pas seulement des milieux hostiles, pas seulement de Robert Lacoste, le ministre qui était sur place, l'État français a voulu vraiment faire un exemple avec ce Fernand Yveton, qui était véritablement l'objet de toutes les. Donc, pendant ces 88 jours, il y a eu des évolutions. Et lorsque la condamnation à mort a été prononcée, les communistes envoient Joe Norman, qui lui est un avocat extrêmement connu et extrêmement expérimenté, donc pour défendre Yveton et pour essayer d'obtenir sa grâce. Joe Norman fera
plusieurs démarches, parmi lesquelles la démarche principale, celle qui est quasiment stratégique, c'est celle auprès de René Coty, le président de la République. Le dernier recours va être le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par François Mitterrand. Ce Conseil supérieur de la magistrature va refuser la grâce. Il y a eu plus de 200 Algériens guillotinés pendant la guerre d'indépendance. Et sur ces 200, 45 l'ont été durant le gouvernement Guy Mollet et donc durant le moment d'occupation du ministère de la Justice par François Mitterrand. C'est la bestialité, c'est la bestialité de l'appareil répressif français dont a été victime également Fernand Yveton avec l'exemplarité du fait qu'il était un Européen et que c'était une punition, c'était véritablement une punition infligée à la communauté européenne d'Algérie qui voulait se rallier, qui s'était ralliée à l'indépendantisme.